Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, d'une importance capitale. En l'an 2050, nous serions 2 milliards d'habitants. 2 milliards d'habitants, des enjeux importants pour nourrir ce continent africain. Nourrir le continent africain, mais il y a aussi des multinationales qui viennent, qui achètent de terrains arables pour, bien entendu, faire de biocarburants. Alors, pour en débattre, aujourd'hui, nous avons deux invités de marque. À ma droite, M. Olivier Segbo, qui est directeur général de la société Crypto Télécom, adjoint au maire, chargé des finances. Longement. Bonjour. Bonjour. À ma gauche, M. Moussa Abdelkader Djabi, qui est représentant Europe de la Convention nationale des organisations de la société civile ivoirienne. Vous êtes expert sciences de matériaux et des procédés chez PSA, Peugeot Citroën. Vous avez écrit un livre sur le lubrifiant et automobile dans les éditions universitaires européennes. Également, vous êtes docteur, bien sûr, en chimie, sciences de matériaux. C'est bien cela? C'est bien cela. Très bien. Alors, nous allons commencer. Monsieur le docteur, pardonnez-moi, dites-moi, l'Afrique aujourd'hui a des soucis. On a des terres arables, mais des multinationales viennent pour, bien entendu, faire de la bioculture, c'est-à-dire biocarburants. Que pensez-vous de tout cela? Merci donc Roger pour cette initiative, cette émission et le thème qui est traité aujourd'hui d'une importance capitale. On parle de l'Afrique, il y a des pays aussi qui ont précédé en fait, qui ont été moteurs dans ce domaine donc de terres cultivables, mais cette fois-ci dédiées à l'automobile. On va citer par exemple l'exemple du Brésil par exemple, qui produit des hectares et des hectares par exemple de plantations de maïs pour les transformer justement en bioéthanol, biocarburant. Bon, pour moi qui suis dans le secteur automobile, bien évidemment, même si ce sont des formes d'énergie nouvelles qu'on peut imaginer, il faut dire que d'un point de vue éthique, déjà c'est assez choquant. On sort même du continent africain, d'un point de vue éthique, c'est assez choquant. Vous avez parlé de 2 milliards d'habitants en Afrique, bientôt en 2050. Mais il faut compter 7 milliards d'habitants déjà sur la planète Terre à l'heure actuelle qu'il faut nourrir, avec beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se nourrir, sachant que dans les objectifs millénaires pour le développement, la question donc de l'alimentation pour tous est une question cruciale et primordiale. Donc il est évidemment choquant que partout où on se trouve sur la planète, qu'il y ait de la nourriture qui puisse être utilisée par certaines populations qui soient utilisées cette fois-ci pour des questions de mobilité par exemple, sachant qu'il y a bien évidemment d'autres sources possibles en fait pour ces questions de mobilité, bien évidemment. Donc c'est encore plus choquant pour l'Africain que je suis de voir effectivement de multinationales utiliser des terres arables pour ces objectifs, bien évidemment. Monsieur Segbo, alors, dites-moi, je ne comprends rien au niveau de, quand on parle de l'agropastoral, qu'est-ce que ça veut dire, agropastoral? L'agropastoral, c'est toute la structure économique qui va de l'élevage à l'agriculture, aux produits vivriers et aux produits industriels. Donc c'est un ensemble de structures économiques qui permet à la fois, à partir de l'élevage, des intrants pour enrichir les terres, la dynamisation de l'économie et la commercialisation. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte quand on parle d'agropastoral. Je pense que vous avez tout à fait raison. Vous me direz, que vient faire un homme de télécom dans un sujet d'agropastoral? C'est ce que beaucoup de gens doivent se demander. Mais vous savez, quand vous avez à gérer une collectivité territoriale, les problématiques de développement, même ici en France, vous les avez. Et vous devez y faire face. Et c'est pour ça que nous, dans la ville où je suis un des adjoints, on a développé toute une structure d'apiculture qui a permis de montrer que, à partir d'un produit comme le miel, par exemple, on peut avoir toute une filière et former des personnes, donner de l'autonomie aux gens, et ainsi de suite. Et vous pouvez, à partir d'éléments, c'est pour ça que le sujet est très passionnant, comment on peut
rendre l'autonomie aux populations à partir de tous ces éléments qui viennent de l'agriculture, de l'élevage et de la transformation des produits de l'agriculture et de l'élevage. Alors, la transformation, parlons-en de la transformation. Monsieur Ndjebi, alors, on regarde au niveau de la transformation aujourd'hui, l'Africain ne sait pas transformer ce produit. Des usines de transformation, on a trouvé un tout petit peu en Côte d'Ivoire dans les années 70, à l'époque de ce qu'on appelle le vieux Houphouët-Boigny, nous a donné cette impulsion. Aujourd'hui, plus rien. La Côte d'Ivoire essaie de reprendre la main avec cette transformation de cacao. Alors, vous pensez que la transformation peut permettre aujourd'hui aux Africains de se retrouver en matière de leur aussi pouvoir d'achat, parce que quand se transforme ailleurs, revenu en Afrique, les prix changent. Vous croyez que c'est une bonne solution pour enrayer la pauvreté? Elle est indispensable. Elle est indispensable. Vous avez cité le président Houphouët. Le thème de l'émission aujourd'hui, c'est bien évidemment le développement de l'Afrique passera-t-il par l'agro-pastoral. Et moi, je fais un rapprochement avec une des paroles très connues du président Houphouët qui disait que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Donc on y est. C'est-à-dire que, quelque part, déjà, le président Houphouët définissait le développement de la Côte d'Ivoire comme étant basé sur le levier agricole, sur l'agriculture de façon générale. Mais je dirais que dans ce levier agriculture, le président Houphouët avait mis effectivement de côté un point très important qui est la transformation de nos produits. Bien évidemment, quand on développe l'agriculture, surtout les produits de première nécessité, donc pour tout ce qui est vivrier, mais également toutes les matières premières qui sont appelées cette fois-ci à être exportées, donc les produits tels que le café, le cacao, etc. Tous ces produits-là, il faut leur donner... Premier producteur d'ailleurs du monde. Premier producteur de cacao. Donc, ces produits-là, il faut leur donner une certaine valeur ajoutée. Une valeur ajoutée qui va permettre d'augmenter le prix finalement auquel on va finalement le vendre à l'extérieur. Deuxième élément, comment imaginer un pays comme la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao que vous parliez tout à l'heure, qui n'aime pas consommer le chocolat. Vous imaginez un peu, c'est-à-dire qu'il y a quand même... c'est une culture. Voilà, c'est une question de culture. Donc, il y a quand même tout un effort à faire pour que l'Ivoirien sache quelles sont les vertus du chocolat, les possibilités que offre le chocolat. Et c'est de cette façon-là que viendra l'idée de dire qu'on va faire les usines de transformation pour créer de la valeur ajoutée. Mais tout ça, ça passe par un élément fondamental qui a manqué pendant de nombreuses années, c'est l'aspect formation. L'aspect formation, alors au niveau de formation, on est en train de former des Africains aujourd'hui dans un cadre bien spécifique pour de multinationales. Par exemple, Monsanto, qui est spécialiste au niveau d'OGM. Alors, dites-moi, OGM, ça détruit complètement. On utilise une fois les engrais, et après, bon, ça pose un problème réel. Les agriculteurs sont aujourd'hui pris à la gorge. En Inde, ces agriculteurs sont endettés jusqu'au cou. Il y a beaucoup qui se suicident, etc. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire l'agriculture en Afrique? Bien évidemment, non. C'est pas cette façon de faire l'agriculture est décriée un peu partout dans le monde, de toute façon. Donc, je pense que l'Afrique est souvent le laboratoire d'essai des choses que tout le monde refuse dans certains pays. Donc ça, il faut sortir de cela, bien évidemment. Et pour cela, c'est la force politique qui doit agir dans ce genre de situation. Mais nous avons en Afrique des hommes et des femmes qui ont été formés à des formations de haut niveau, des formations agroalimentaires, agro-industrielles, etc., qui peuvent également faire le transfert de compétences de ce qu'ils ont appris. Et nous ne sommes pas obligés nécessairement de passer par des entreprises comme Monsanto, qui sont connues et qui sont décriées et qui soulèvent la controverse dans de nombreux pays, évidemment. Donc, bien évidemment, quand je parle de formation, il s'agit de formation aux techniques agricoles, aux nouvelles technologies appliquées dans le secteur agroalimentaire, aux procédés de transformation de produits locaux, et puis à toute la chaîne en fait qui va aller jusqu'à l'exportation et la commercialisation, mais sur des techniques qui sont prouvées et qui sont utilisées par de grands pays tels que l'Inde, tels que la Chine, tels que les pays européens également. Voici des techniques qui sont prouvées et pas aller sur des technologies en fait qui sont aujourd'hui telles que l'OGM que vous évoquiez tout à l'heure, qui sont des technologies déjà même refusées par la plupart des pays européens. Alors, on reste encore dans cette histoire d'OGM.
Et on voit derrière ces OGM de sacrées multinationales, de grosses multinationales. Derrière ces grosses multinationales, nous avons des pays que des ONG aujourd'hui montrent du doigt. Index ces pays tels que la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Comme par hasard, on trouve l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, également le Qatar. Alors, l'Afrique aujourd'hui, la prédation change en fait de dimension, ça rend à la prédation au niveau des terres arables. Oui. Alors comment faire pour empêcher tout cela? Moi, vous allez rebondir par rapport à cela. Que si je me permets de dire deux choses qui quand même sont bonnes à rappeler. L'Afrique a, de mon point de vue, gagné la bataille des télécommunications. Clairement, aujourd'hui, n'importe où vous êtes en Afrique, vous pouvez être certain que vous pouvez joindre les gens n'importe où. Deuxièmement, globalement, l'Afrique, quand même, petit à petit, est en train de gagner aussi la bataille des infrastructures. Les transports. C'est pas gagné, hein? C'est pas gagné. Je dis progressivement. Attention, je ne dis pas à gagner. Progressivement, en train d'avancer sur la bataille des... Le gros problème qu'on a en Afrique aujourd'hui, de mon point de vue, c'est le manque d'énergie. L'énergie qui permet d'alimenter les transformations, les usines ou les industries de transformation. Parce que produit en Afrique, on a toujours produit. L'Afrique a toujours produit, mais généralement, quand elle produit, les produits restent dans des zones, elles ne peuvent pas être distribuées, elles ne peuvent pas être, transformées, elles ne peuvent pas être vendues à grande échelle. Et je dirais que pour clarifier un peu mon explication, moi je me dis, aujourd'hui on a 4 grandes problématiques à gérer. Les intrants, vous avez parlé des OGM tout à l'heure, la production et les outils de production à moderniser. Très bien, c'est vrai. D'accord ? La transformation et la distribution et le marché. Aujourd'hui, au niveau des intrants, on a un vrai souci. On n'a pas, dans nos pays, des moyens de travailler sur les semences à mettre en terre pour les développer. Si on veut faire une industrie agroalimentaire à grande échelle, il faut qu'on ait des usines de fabrication de semences. Aujourd'hui, vous avez une grosse problématique. C'est pour ça que des gens comme Monsanto, comme d'autres, ont fait main basse sur ces intrants, sur ces produits des semences, que ce soit sur la pomme de terre, que ce soit sur d'autres éléments, pour les vendre en Afrique et en imposant des OGM, en faisant de l'expérimentation au passage. Vous avez soulevé la question des terres arables qui sont faites aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème foncier en Afrique. Ouais. J'allais en venir. On a un problème foncier qui fait que n'importe qui arrive, achète n'importe quoi. On n'a pas forcément les moyens, peut-être, je ne sais pas si c'est les moyens, mais ou la volonté. Parce que moi, les moyens, je les mets toujours en dernière position. Pour moi, ce qu'il faut, sans dévoiler tout, mais c'est arriver à ce que, dans nos États, nous ayons une stratégie maîtrisée sur ces sujets-là. Stratégie maîtrisée. Alors, est-ce qu'on peut maîtriser nos terres aujourd'hui? Je donne un exemple. Il y a eu des émeutes de la faim qui ont secoué Maputo, donc la Mozambique, en 2010. Alors, le gouvernant ou le politique ont cédé 6,6 millions d'hectares aux États-Unis et des compagnies étrangères. Croyez-vous, en cédant nos terres, je donnerai encore des chiffres tout à l'heure, en cédant nos terres, on va pouvoir y arriver pour pouvoir gagner par rapport au développement de l'Afrique dans le domaine, dans le secteur agropastoral. C'est l'intitulé de notre émission aujourd'hui. Et une sous-question, est-ce que pourrons-nous mettre en place en fait nos bourses, bourse de cacao, bourse de coton, bourse de café, etc., au lieu de se référer aux bourses occidentales? Oui, des questions très, très pertinentes et assez politiques d'ailleurs, qui engagent beaucoup le politique. Bien évidemment, céder des terres. Moi, je suis le premier à dire souvent que nos politiques, nos actions, on va dire, bilatérales avec nos partenaires, les partenaires de l'Afrique, ont tendance, si on continue tel que nous sommes lancés, à faire de l'Africain, en fait, un locataire de son pays, à terme. Ça, c'est très bien. C'est bien utilisé comme thème. Et c'est dire qu'au final, lorsqu'on finit par vendre des millions d'hectares de terre de son propre pays
à des sociétés étrangères, au final, la terre qui nous appartient, qui appartient à nos ancêtres, elle n'est plus la nôtre. Et lorsque vous arrivez à céder de cette façon-là des pans de terre de cette façon, vous donnez la possibilité à ces sociétés de faire ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne peuvent pas faire ailleurs. C'est cela en fait la réalité. Et donc, il ne faut pas être surpris qu'il y ait utilisation d'OGM, il y a utilisation de technologies qui soient refusées dans certains pays sur ces terres que nous finissons par céder. Mais dans le même temps, nous avons besoin de pouvoir développer nous-mêmes, de pouvoir nous nourrir en fait. Il y a encore en cours à Milan, l'Expo Milan sur nourrir la planète, Voilà. où on se pose les questions finalement de comment arriver à nourrir toute la planète. Donc ce sont des questions que l'humanité se pose. Et donc ce sont des questions primordiales pour nous. Comment imaginer que l'Afrique, qui, on va dire, dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, la nourriture la plus consommée, la denrée la plus consommée, ça reste le riz. Des riz. Et qu'on ne soit pas autosuffisant en riz. Et qu'on continue d'exporter des tonnes et des tonnes de riz chaque année qui viennent du continent asiatique. Alors que nous avons des terres qui permettraient de produire ce que nous voulons et ce que nous souhaitons consommer. Donc il y a des questions cruciales qui se posent et dont doivent se poser en fait, dont doivent se saisir en fait nos autorités. Les dirigeants sont les premiers gouvernants. Parce que quand on dit qu'on cède des terres à des sociétés étrangères, ce qui cède finalement, c'est le politique en réalité. Parce que la population, elle cherche quoi? Elle cherche une personne, un entrepreneur, et quelqu'un, un local, donc des Africains de la diaspora, capable d'investir dans la terre, parce que c'est leur terre également, pour pouvoir produire de la nourriture qui va être consommée localement et non de la nourriture qui va être produite et exportée par la suite. Ou être vendue encore plus cher aux locaux. Ce n'est pas ce qu'ils seront amenés à faire. Donc je pense qu'il y a une réelle volonté politique que doivent avoir nos autorités, ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, mais également doit se faire avec des personnes qui ont des pouvoirs d'achat plus élevés et qui ont également un attachement avec ce pays, et donc ce sont des personnes qui résident à l'extérieur. Des personnes qui... Vous allez compléter en fait la question, ou ma question, ou les préoccupations par rapport à ce qui se passe au niveau de nos terres. Je parle de nos terres parce que je suis africain. Alors, je parlais de Mozambique tout à l'heure. Mozambique dispose de 36 millions d'hectares de terres arables. 46% de ces terres livrées aux prédateurs. C'est seulement ces 10% qui restent utilisés par aux agriculteurs. Et on se retrouve encore en RDC avec 50% de terres vendues, non pour l'agriculture, mais pour l'exploitation illégale des minerais. Tout à fait. Alors, au Congo-Brazzaville, on a aussi également 46% de la même chose. Alors, je suis en train de m'interroger aujourd'hui. Vous parlez de l'expansion, le développement de l'Afrique. On regarde le taux de croissance qui tourne aux alentours de 5,7%. Mais en définitive, c'est des chiffres. Tout à fait. Mais la réalité... Je vous pose la question. La réalité. La réalité, c'est quoi? C'est la réalité. Moi, je dirais que... Vous allez rebondir sur ça. Si on veut avancer, moi, j'aime bien faire des propositions concrètes. Parce que... Alors, allons-y alors. Je ne crois pas non plus qu'il faille dire que les sociétés internationales n'ont pas à acheter des terres, à acheter le mot un peu fort, à avoir des terres pour faire de l'industrie, de l'agro-industrie ou de l'exploitation. Je ne dis pas ça. Ce que je souhaite, surtout, c'est que nos collectivités locales mettent en place des systèmes qui sont connus partout ailleurs, qu'on appelle des systèmes de baux amphithéotiques, où ce n'est pas des terres qui sont vendues, mais c'est des terres qui sont louées pour une durée déterminée. Très bien, très bien. Avec 3 engagements forts. Le premier, c'est qu'on a un regard sur ce qui est fait sur la terre, parce que quand vous vendez, vous n'avez plus du tout droit de regard là-dessus. Deuxièmement, il y a une durée. Donc, on sait qu'il y a une durée courte. Généralement, c'est entre 20... L'idéal, c'est 25 ans. C'est entre 15 et 25 ans. Ça donne à la personne qui veut investir une certaine sécurité pour venir investir. Parce que si on fait des durées trop courtes, ça n'a aucun sens. Et enfin, le dernier élément, c'est une obligation de dépollution. Si jamais, par exemple,
on fait des expérimentations de biocarburants ou des choses comme ça qui font qu'on laisse des polluants sur place, il faut absolument qu'on dépollue ces terres avant de les rendre. Et je crois que même en mettant ça en place, ça peut permettre à des Africains de la diaspora, des multinationales, parce qu'on parle de multinationales. Les Africains de la diaspora peuvent aussi faire des multinationales, peuvent créer des multinationales et venir chercher à investir dans leur pays. Mettre en place ces dispositifs permet de vraiment gérer le terrain, gérer la terre et ne pas laisser aujourd'hui, comme ça se passe en RDC, au Mozambique, tous les cas au Congo-Brazzaville, où les gens viennent, les Chinois achètent. J'allais même en parler. Qui veut prendre la terre africaine vient l'acheter et puis en fait ce qu'il veut. Et ce n'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Alors, vous pouvez rebondir par rapport à ce que je viens de dire avec ce complément de ces pays, en fait, désertiques, entre guillemets, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Ils investissent beaucoup en Afrique pour acheter des terres. Et nous, on va se retrouver sans terre et mourir de faim à l'arrivée. Bien sûr. Donc, les propositions que viennent de faire, bien sûr, M. Olivier Segbo sont forcément, je vais dire, je suis complètement en phase avec l'ensemble de ces propositions. Et on pourrait aller encore plus loin, parce que quand on parle même de pollueurs, payeurs, et donc de dépollution au final. Voilà. Et de dépollution au final. Voici un continent où on produit très peu de matières plastiques, par exemple, pour citer cet exemple, mais on est le territoire où on a le plus de déchets plastiques. Voilà. On est un pays où on a également, un territoire où, de par sa constitution en général, on est assez riche sur le plan végétal, en fait, mais donc on a beaucoup de déchets d'origine végétale et d'origine animale également. Alors qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui existent, en fait, qui permettent de transformer tout cet ensemble-là pour en faire de l'énergie. De l'énergie à partir des déchets plastiques. Pour faire du biocarburant dont on parlait tout à l'heure, plutôt que d'aller faire de l'énergie avec du maïs, par exemple. Et vous croyez que c'est moral de voir des gens qui meurent de faim dans les Sahel et fabriquer du biocarburant dans les pays dans les continents où les gens meurent de faim? Ah ben c'est transformant des déchets, oui. Si on transforme des déchets, je vais dire qu'en transformant des déchets, on va créer en fait une chaîne industrielle sur place, on va créer de l'emploi sur place, on va créer de la richesse sur place, mais en jouant, en valorisant et en transformant aussi l'environnement, en rendant l'environnement beaucoup plus sain. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais dans un pays qui est lui-même producteur de pétrole, où on va venir extraire du pétrole dans ce pays-là et qui est à côté de la population qui meurt de faim, là, c'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tous les déchets, par exemple, d'origine végétale, par exemple, on peut en faire du compost, transformation en gaz, en énergie. En énergie. Tout à fait. Et ces formes d'énergie-là sont très bien adaptées pour les villages. Donc on peut en faire pour les coins, des endroits reculés. Il faut un savoir-faire aussi. Voilà, ça passe par la formation, tout ce savoir-faire dont on parle assez souvent. On a aujourd'hui, avec toute la décennie en fait de migration qu'on a connue de l'Afrique vers l'Occident, on a quand même des Africains qui sont suffisamment formés et qui peuvent faire ce transfert de compétences et créer ce qu'on disait tout à l'heure, des centres de transformation de ces déchets pour produire de l'énergie. Car vous imaginez, lorsque vous êtes dans un endroit reculé, dans un milieu rural où on a les plantations qui sont faites, on produit du vivrier, de la tomate, de l'oignon, etc. et qu'on n'arrive pas parce qu'on n'a pas de véhicules, on n'a pas de carburant, les infrastructures commencent à venir de plus en plus, mais pour les véhiculer simplement vers des villes pour pouvoir aller les vendre. Tout simplement parce qu'on n'a pas de carburant. Si nous avons localement des usines qui transforment ne serait-ce que ces déchets d'origine végétale en carburant ou ces matières polymères en carburant, vous allez tout de suite avoir une chaîne en fait industrielle qui va se mettre sur place et la possibilité justement de faire écouler ces marchandises et donc de réduire quelque part la pauvreté. Alors la pauvreté, le développement de l'Afrique passera-t-il par le secteur agro-pastoral? Alors sur cette question, il y a quelque chose d'essentiel que je voulais évoquer. Alors quand on parle d'essentiel, on voit des chiffres. Je vais rester au niveau de chiffres. Les Américains aujourd'hui ont une forte capacité comme on dit, de consommation
avec plus de 500 millions d'habitants, 75 millions d'habitants. Alors, ils ont récupéré plus de 7,9 millions d'hectares en Afrique. La Malaisie, 3,5. Les Émirats arabes unis, 2,8. Royaume-Uni, 2,9. Inde, 1,9. Singapour, 1,8. Pays-Bas, 1,6. Arabie saoudite, 1,7. Brésil, 1,3. La Chine, 1,3. C'est cela. Donc, on montre que l'Afrique est complètement morcelée et aussi livrée à la prédation. Et vous dites que l'Afrique va vers son développement. C'est une utopie, une hérésie ou une réalité? Alors, moi je dirais oui et non. Oui et non. Aujourd'hui, clairement, il faut que l'Afrique trouve des moyens de développement dont les répercussions soient visibles sur les populations elles-mêmes. Il ne fait l'ombre d'aucun doute à personne que si aujourd'hui des Africains cherchent à migrer massivement de l'Afrique, ce n'est pas parce qu'ils sont très bien là-bas. S'ils étaient très bien, je ne vois pas est-ce qu'ils vont braver la mer, se jeter à la mer pour essayer de gagner des continents qui sont en crise, qui connaissent des crises économiques effroyables. Voilà. Donc clairement, le développement, les taux de croissance que l'Afrique connaît depuis au moins une décennie, même plus qu'une décennie maintenant, ne sont pas n'ont pas des retombées concrètes sur les populations. Et pour ça, moi je dis que la maîtrise de l'énergie peut être un des éléments vraiment fondamentaux pour arriver à résoudre ce problème-là. Pourquoi? Prenons par exemple une zone du Burkina Faso. Une zone du Burkina Faso qui produit des mangues, Vert Bobo par exemple, qui produit des mangues, beaucoup de fruits, des agrumes et tout. S'ils n'avaient pas trouvé des solutions pour mettre en sachet sous vide, assécher des produits et pouvoir après les exporter, d'accord, vers le Bénin, vers la Côte d'Ivoire, tous ces produits pourrissaient sur place. Donc, on n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir de grosses unités de transformation. Les gens savent le faire. C'est des unités légères, très petites, très efficaces. Donc, la transformation, pour moi, est un élément essentiel. Essentiel. Alors, le paysan africain disent qu'ils sont livrés, bien entendu, aux agro-impérialistes. Que pensez-vous de tout cela? Penser de tout ça, évidemment. Ça sera le mot de la fin, d'ailleurs. Mais évidemment que, je dirais, que si on poursuit de cette façon-là, bien évidemment, vous avez l'agriculteur avec ses outils qu'il utilise au quotidien, qui arrive à faire sommaire, qui arrive à faire de la production pour sa famille et puis quelques membres de son village. Et donc, cette personne-là, qui ne fait pas justement son activité, pas forcément à but commercial. Et quand il fait du commerce derrière, c'est simplement, tout simplement pour avoir ce qu'il faut, pour acheter les condiments et transformer tout ceci, ou bien pouvoir permettre à ses enfants de pouvoir aller à l'école, suivre des cours, ou bien résoudre des problèmes de santé, etc. Vous imaginez quand ces personnes-là sont remplacées par des sociétés qui vont recruter combien, qui vont embaucher combien de personnes? Une centaine de personnes dans des usines, et sans formation. Oui. Donc, il est bien évident que cet agriculteur-là sente sa profession menacée. Et c'est justement pour ça que vous avez ces jeunes qui sont dans ces villages, qui refusent justement de poursuivre l'activité des parents et d'apprendre ce que les parents apprenaient, mais de façon plus professionnelle et avec les technologies nouvelles, qui ne vont pas justement aller dans cette voie, tout simplement parce qu'ils sentent également la menace et ils ne voient pas l'avenir en fait à ce niveau-là. Alors que l'avenir, évidemment, de l'Afrique repose donc sur le secteur agropastoral. Voilà, amis téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission, pardonnez-moi, c'est une émission assez passionnante. On peut se poser une question au regard d'une étude menée par la banque Deutsche Bank Research. Et cette banque a mis en lumière 3 grandes puissances. Ces 3 grandes puissances, que je ne cite pas ici, font de la grande prédation en Afrique. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'Afrique émergente? Est-ce qu'on peut parler de l'Afrique qui va nourrir ses enfants? La question se situe à ce niveau-là. Voilà, c'est aux spécialistes de répondre à ces questions. Je vous dis merci, à très bientôt, au revoir.